Nous avons vu précédemment comment le Soleil et la Lune émergèrent de l'océan primordial, le Noun, et comment l'air sec, Shu, s'interposa entre le ciel, Nut, et la terre, Geb, afin de permettre la création de se poursuivre. Deuxième épisode, la création du jour, de la nuit et des années. Désormais, Nut et Geb enserraient l'air sec de Shu et l'humidité de Tefnut. Atum, le soleil, parcourait le ciel avant que Nut ne l'avale soudainement. La lumière de celui-ci disparut totalement. Seule la lueur argentée de Thoth parvenait à éclairer le monde, qui vécut ainsi sa toute première nuit. Nut sentit son ventre s'arrondir, et elle finit par mettre au monde un scarabée étincelant qui roulait du bout de ses pattes une sphère à la lumière grandissante. Il s'agissait de Khepri, doux soleil du matin. Celui-ci se métamorphosa peu à peu en un homme adulte portant un disque éblouissant sur sa tête, à la chaleur redoutable et source de vie pour tout ce qui pousse sur la terre. Il portait le nom de Ré, soleil à son zénith. Ré, traversant l'espace entre Geb et Nut sur une barque sacrée, finit par se voûter en s'appuyant sur une canne avant de reprendre l'apparence du vieux et sage Atum, soleil rougissant du soir. Nut l'avala à nouveau, et c'est ainsi que le premier jour du monde s'écoula. La séparation entre Geb et Nut finit par beaucoup peser à cette dernière. Elle décida de jouer au dé avec Thoth, et, ayant gagné, elle obtint que tous les 360 jours, elle puisse passer 5 jours supplémentaires avec Geb. Ces 5 journées étaient alors dangereuses pour le monde, car nul ne savait si Nut ne se séparerait de nouveau de Geb, et il pouvait arriver qu'il reste un peu plus longtemps enlacé avant de toujours se reséparer. Les 365 jours formèrent ainsi la première année du monde. C'est durant ces 5 premières journées de retrouvailles que Nut conçut 4 enfants avec Geb. Osiris, dieu de la fertilité, à qui Geb donna la charge de gouverner le monde, mais aussi Isis, déesse magicienne qui se maria avec Osiris. Ils engendrèrent également Seth, dieu de la violence, qui se maria avec le dernier enfant, Nephthys, déesse protectrice des morts. Cet épisode nous raconte ainsi comment les Égyptiens expliquaient la disparition du soleil à l'ouest et sa réapparition tous les matins à l'est. L'assimilation du soleil du matin à un scarabée peut surprendre, mais comme beaucoup de croyances antiques, elle est liée à une observation simple de la nature. Le scarabée bousier en Égypte transporte toujours avec lui une boule de crottin dans laquelle il pond ses œufs. La forme sphérique de la boule rappelait probablement le disque solaire aux Égyptiens, et l'éclosion des nouveaux petits scarabées dans cette boule l'a rapidement assimilé au concept de naissance et de renouveau. Le dieu Khepri est parfois représenté sous forme d'un scarabée aux ailes déployées, mais aussi sous la forme d'un homme à tête de scarabée. Le voyage du soleil dans le ciel est fréquemment représenté sous la forme d'une divinité assise sur une barque. La symbolique de la barque est forte en Égypte, car le Nil est resté très longtemps le moyen le plus sûr et le plus rapide de voyage à travers le pays. Il est donc le moyen de transport le plus évident pour un Égyptien, là où dans d'autres civilisations, le soleil voyage dans un char, comme le fait le dieu Hélios Apollon chez les Grecs. La métamorphose du dieu soleil, au fur et à mesure qu'il voyage dans le ciel, est aussi liée à une observation des Égyptiens. Il ne produit pas exactement la même lumière à mesure que la journée s'écoule, et tout comme les humains au cours de leur vie, le soleil naît, grandit, vieillit et meurt, avant de renaître sous une nouvelle forme le lendemain. Ce cycle éternel de vie et de mort du soleil est central dans la pensée égyptienne. Nous verrons plus tard à quel point il est important. Les Égyptiens remarquèrent très tôt, comme beaucoup de civilisations, le fait que les étoiles changeaient de position dans le ciel à mesure que les nuits passaient et décrivaient de grands cycles, couplés à ceux de la Lune. C'est ainsi qu'un calendrier lunaire s'est mis en place. Mais un second élément a rapidement joué un rôle important dans la structure du temps chez les Égyptiens, les crues
et les décrues du Nil, seule source d'eau et donc de vie. Dans un pays où les températures n'évoluent presque pas au cours de l'année et où il ne pleut presque jamais de toute l'année, ce sont ces fluctuations du Nil qui ont défini les saisons qui sont au nombre de 3. Arret est la période durant laquelle le Nil est en crue et correspond aux 4 premiers mois de l'année. Les eaux montantes, venant du cœur du continent africain, viennent gonfler le cours du Nil et charrient des boues fertiles appelées limons, en inondant les champs situés sur ces berges jusqu'à la Méditerranée. Les Égyptiens pensaient que c'était le dieu Hapi, représenté avec de la végétation sur sa tête, qui déclenchait la crue depuis une grotte mystérieuse en amont de l'Égypte. C'est la période des grands travaux. C'est la période durant laquelle les Égyptiens, au chômage, allaient travailler sur les grands chantiers de l'Égypte, comme par exemple les pyramides. Péret est la période de 4 mois qui suivent. L'eau redescend doucement en déposant les boues en suspension sur les champs inondés qui sont alors fertilisés. Les Égyptiens partent alors aux champs et plantent le blé. Shemu est la dernière période de 4 mois de l'année. C'est la plus redoutable, car elle est le moment où le Nil descend à son plus bas niveau. La sécheresse s'installe et le blé devient blond dans les champs. C'est la période des moissons. La compréhension que les Égyptiens avaient de ces cycles de crues et de décrues au long de l'année était essentielle. Elle leur a permis d'être l'un des peuples de l'Antiquité les moins menacés par la famine. L'Égypte était réputée pour être le grenier du monde méditerranéen, et on y trouvait du blé, mais aussi d'autres denrées comme le raisin, les dattes, etc. Une armée de scribes était chargée de partager la nourriture, mais aussi de la stocker pour les années où le Nil n'irriguait pas assez les champs. Il arrivait aussi que le flot de l'eau, trop puissant, détruise les plantations. Les Égyptiens étaient ainsi globalement bien nourris grâce à cette organisation unique au monde qui a perduré jusqu'à la construction de 2 barrages successifs dans le sud du pays. Dans les années 1920, un premier barrage a été créé près de la ville d'Assouan et accompagné d'un deuxième barrage terminé dans les années 70. Cela a provoqué de grands changements. Les crues du Nil sont désormais régulées pour permettre de cultiver les terres tout au long de l'année et sans le limon fertile qui reste bloqué dans les barrages, l'agriculture égyptienne est désormais très dépendante des engrais. Cela a aussi modifié la carte de l'Égypte, car désormais le haut barrage d'Assouan forme une gigantesque retenue d'eau qui a inondé la vallée. C'est le lac Nasser, au sud du pays. Maintenant que nous avons vu comment les Égyptiens de l'Antiquité expliquaient les jours, les mois, les saisons et les années, nous verrons comment la descendance de Nout et de Geb a régné sur l'Égypte. L'âge d'Isis, d'Osiris, de Seth et de Nephthys était né.